Bonjour à tous et merci aux organisateurs. Et avant de démarrer, j'ai besoin de partager avec vous une petite information. C'est que je forme un binôme avec le professeur Weaver, ici présent. Et comme il y a des morceaux de musique qui sont écrits à 4 mains, cette communication a été écrite à 4 mains. Les 2 mains de M. Weaver pour la version anglaise et mes 2 mains pour la version française. Donc c'est la version française que je vais vous présenter. Donc nous avons déjà beaucoup voyagé ce matin d'un pays à l'autre sur 2 continents pour voir ce qu'il en était du droit à l'information. Mais qu'en est-il aux États-Unis? Donc je vous propose de remonter en 10 minutes le temps depuis l'affaire Edward Snowden en 2013 jusqu'à 1776, l'époque de la déclaration d'indépendance, lorsque ce texte affirme la suprématie des principes démocratiques, une conception héritée, vous le savez tous, d'auteurs comme John Locke, Thomas Paine et bien d'autres auteurs, Montesquieu pour les Français et d'autres qui ont œuvré dans le même sens au siècle des Lumières. Ensuite, tout au long des 150 années qui ont suivi, 2 idées majeures ont émergé et se sont renforcées. La première, l'absolue nécessité d'un droit à la liberté d'expression, afin que les idées circulent et puissent être partagées par tous les citoyens. La deuxième, l'accès à l'information par les citoyens sur le fonctionnement du gouvernement, pour pouvoir participer de manière utile au processus démocratique. Il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, le résultat est assez mitigé. Donc, comme nous allons le voir, si d'une part de grandes avancées ont été accomplies par les États-Unis pour mettre en place un gouvernement plus ouvert, malgré certaines limites dont certaines ont été énoncées depuis ce matin dans d'autres pays, il n'en demeure pas moins que d'autre part, le gouvernement américain reste éloigné de cet idéal et ce, malgré l'apparition des nouvelles technologies. Donc, dans un premier temps, quelles sont les avancées pour promouvoir l'ouverture du gouvernement et quelles sont les limites à cette ouverture? Alors, les avancées démarrent avec, dans les années 30, les auditions devant le Sénat américain, auditions de confirmation des candidats à la Cour suprême. Et avant les années 30, ni le gouvernement fédéral, ni les gouvernements des États fédérés n'étaient soumis à grand-chose en termes d'obligation de transparence. Donc le Sénat va rompre avec la tradition et on verra par la suite qu'il y aura 5 autres jalons pour arriver jusqu'à notre époque. Donc il faut attendre le début du XXe siècle pour que le gouvernement américain réalise des avancées significatives et cela démarre avec les procédures du Sénat américain d'examen des candidatures à la Cour suprême fédérale. Le résultat de cette ouverture a été que les citoyens ont pu s'engager beaucoup plus et de manière plus efficace. L'exemple le plus significatif pour ceux qui peuvent se souvenir des années Reagan, c'est la nomination de Robert Bork, qui a été extrêmement controversé pour ses positions sur les questions des droits civiques, sur le droit à l'avortement. Et cela a galvanisé de nombreux organismes, de nombreuses organisations. Les citoyens ont vraiment joué leur rôle, au point que la nomination de Robert Bork a été retirée et il a fallu que Reagan propose un autre candidat. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième jalon, c'est toujours dans les années 30, le Sénat le Congrès américain qui adopte sa première grande loi fédérale sur l'ouverture du gouvernement, c'est-à-dire sur la procédure administrative, la loi APA, Administrative Procedure Act. Cette loi a modifié le statu quo en instituant 2 procédures différentes pour créer des règles. Une procédure formelle, mais très contraignante, lourde, donc peu utilisée, toujours en vigueur aujourd'hui, mais laissée de côté. Et une deuxième procédure, dite informelle,
qui permet aux agences de publier au registre fédéral américain un avis de projet de réglementation. Et grâce à cette publication, les citoyens peuvent intervenir. Le résultat est que le public peut réagir, proposer des commentaires et éventuellement voir ces commentaires pris en considération par les agences. Donc la procédure est plus souple et beaucoup plus efficace. Mais cette efficacité est tout de même limitée par le fait que la loi prévoit aussi des exonérations, c'est-à-dire certaines informations n'ont pas à être publiées. Le résultat global, tout de même, de cette loi a été que la participation citoyenne s'est vue augmenter. Par ailleurs, la loi APA demandait aux agences administratives de divulguer certaines informations, mais de manière limitée, comme je vous le disais, et évidemment, il y a eu aussi une réticence de la part de ces agences pour divulguer les informations. Troisième jalon, on passe des années 30 aux années 60, c'est la loi sur la liberté de l'information, donc Freedom of Information Act. La loi donc donne aux particuliers et aux sociétés le droit à l'information détenue par le gouvernement américain. Et même si cette loi est une loi de divulgation, elle n'impose pas la communication de tous les documents du gouvernement. Donc on a affaire à une nouvelle limite. Et je vais passer sur les exonérations. Le quatrième jalon est la loi sur les comités consultatifs, donc Federal Advisory Committee Act. Il y a également une loi dont le nom est magnifique, qui s'intitule Government in the Sunshine, donc gouvernement au soleil, logiquement ouvert à la transparence, qui impose la publication des débats pour les décisions administratives. Et en dernier lieu, cinquième jalon, des amendements à la loi sur la liberté d'information. Ceci est au niveau fédéral, mais on a également, au niveau des États fédérés, les mêmes procédures. Donc, de nombreux États fédérés ont adopté leurs propres obligations de divulgation de l'information. Alors, malgré toutes ces lois, les agences n'en ont pas forcément respecté les termes pour diverses raisons, soit par manque de moyens financiers, soit par manque de mécanismes ou d'outils. J'essaie de passer sur certains détails pour arriver à l'avancée majeure. Ça je vous l'ai déjà dit. Donc, après toutes ces avancées, on est dans les années 70 et on arrive, je me perds dans mes notes, pour essayer de faire vite. On arrive donc à un bilan très mitigé. Je suis perdue. Voilà. Donc, toutes ces limites ont augmenté tout de même la participation citoyenne, mais avec de nombreuses difficultés qui subsistent. Donc, quel rôle a joué et quel rôle joue encore la numérisation dans ce paysage? Deux lois successives, une en 1995, une en 1998, ont réduit les formalités administratives et l'utilisation du papier au profit, bien sûr, des technologies modernes, donc du gouvernement électronique. Une loi de 2002 sur le gouvernement électronique prévoit que les agences fédérales gèrent des sites web comprenant différentes catégories d'informations. Donc on a des sites web gouvernementaux
qui donne énormément d'informations aux citoyens. C'est le cas, pour en donner qu'un seul exemple, de l'Agence pour l'environnement qui met à disposition du public des tonnes d'informations. Donc à côté de ces sites gouvernementaux, on a des sites non gouvernementaux. Ces sites non gouvernementaux sont des sites d'organisations non gouvernementales ou privées. Et en plus de sites gouvernementaux spécifiques, il y a, dans le cas de l'environnement, des sites gouvernementaux qui permettent d'ajouter des informations techniques, scientifiques, sur les informations plus générales qu'on trouve sur les premiers sites dédiés. Donc, on voit qu'il y a tout un dispositif, tout un éventail de possibilités sur Internet pour avoir accès à l'information. Les citoyens ont également à disposition des répertoires électroniques de moteurs de recherche, comme par exemple le moteur de recherche Google. Et puis, ils ont également accès à des informations juridiques avec des sites juridiques dédiés. Donc, on voit donc l'éventail de possibilités pour une augmentation de la citoyenneté participative. Et pour arriver à ma conclusion, que je ne retrouve plus, là aussi, on peut dire donc indiscutablement, l'avènement de l'ère du numérique a le potentiel pour pousser encore plus loin le mouvement en faveur de l'ouverture et de la transparence. Ceci étant dit, il faut reconnaître que la situation n'est guère satisfaisante, comme j'ai essayé de l'expliquer rapidement, et que les avancées vers des procédures gouvernementales plus ouvertes connaissent des hésitations et restent largement incomplètes. Donc pour finir, le but visé d'un gouvernement plus ouvert reste aux États-Unis un chantier en cours de réalisation dans les domaines tant du numérique que du non-numérique. Merci de m'avoir écouté. J'ai essayé de faire tout.